À la cérémonie, on a dit à mes enfants qu'ils ne pouvaient pas s'asseoir près du devant. Ma mère a chuchoté, nous ne voulions pas que les photos aient l'air désordonnées. J'ai souri et nous avons pris nos places à l'arrière. Après les toasts, j'ai discrètement pris le chèque de 10 000 $ dans la boîte à cadeaux, j'ai envoyé une photo et je suis sorti. 20 minutes plus tard, ma sœur courait après ma voiture, paniquée. Je me suis arrêté et, sans réfléchir, Il n'y a rien de pire que d'être quelque part où l'on n'est pas désiré, surtout quand c'est votre propre famille qui vous regarde de travers. Ce sourire crispé qu'il vous adresse, ces regards de côté comme si vous étiez arrivé en portant quelque chose de taché ou que vous aviez dit quelque chose de travers simplement en existant. Et le pire, c'est que vous ne pouvez pas partir parce que c'est la voix de votre mère qui chuchote à travers l'allée, parce que c'est votre sœur en robe blanche, parce que vos enfants regardent. Tout a commencé avec les sièges. Les huissiers plaçaient les gens au premier rang. Mes enfants et moi étions juste là, bien habillés, les cheveux peignés, essayant de nous fondre dans la masse. Le plus jeune tenait le petit programme à l'envers. C'était innocent, inoffensif. Mais ma mère s'est penchée vers Amanda et a dit, pas assez doucement, nous ne voulons pas que les photos aient l'air désordonnées. Juste comme ça, mes enfants l'ont entendu. Je l'ai entendu. J'ai pris une inspiration et j'ai reculé. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste pris mes enfants et je les ai conduits au dernier rang, juste à côté des portes battantes de la cuisine où le personnel n'arrêtait pas de passer avec des plateaux de crevettes et de champagne. Amanda était rayonnante. C'est le mot qu'ils utilisaient tous. Elle avait l'air d'appartenir à une publicité de magazine pour la perfection nuptiale. J'ai dû écouter chaque tante parler de sa beauté, de la chance qu'elle avait de trouver quelqu'un comme Brian. Brian, mon ex-petit ami de l'université, celui qui m'a dit un jour que j'étais trop intense, et qui a fini par sortir avec ma sœur cadette, qui n'a jamais pris une seule décision difficile de sa vie. Ma mère était ravie. Elle avait dit une fois, juste devant moi, qu'elle était impatiente d'avoir des petits-enfants, de vrais, d'Amanda. Ce mot m'est resté en tête pendant des mois. La cérémonie s'est déroulée comme dans un brouillard. J'ai applaudi quand tout le monde applaudissait, j'ai souri quand tout le monde souriait. Puis j'ai attendu. Après les toasts, quand les gens se sont dirigés vers la piste de danse où on commençait à hurler par-dessus le DJ, je me suis éclipsé vers la table des cadeaux. Il y avait une carte avec mon nom dessus. Personne ne m'a vu la prendre. À l'intérieur, il y avait un chèque de 10 000 $. L'écriture de ma mère. Je ne comprenais pas la logique. Une offrande de paix, une laisse. Je m'en fichais. J'en ai pris une photo et j'ai laissé l'enveloppe dans mon sac à main. Mes enfants étaient à moitié endormis quand nous sommes montés dans la voiture. J'ai conduit en silence, essayant de ne pas trop penser, jusqu'à ce que je voie des phares derrière moi zigzaguer sur la bande d'arrêt d'urgence. C'était Amanda. Elle a sauté avant même que la voiture ne s'arrête, toujours dans sa robe, pieds nus, me poursuivant. Je me suis garé, non pas parce qu'elle le méritait, mais parce que j'étais curieuse de savoir ce qu'elle allait dire. Elle a couru jusqu'à ma fenêtre, les larmes coulant déjà, me demandant de la baisser. Je l'ai fait, juste assez pour l'entendre dire qu'ils avaient besoin de l'argent, que ce n'était pas à moi de le prendre. Je n'ai pas discuté. J'ai juste sorti un seul billet de 1 000 $ et je l'ai tendu à travers la fente. C'est suffisant. Elle l'a pris. Elle a dit « merci ». Et je suis parti. Ils sont arrivés tôt, comme si la culpabilité avait mis un réveil. J'étais encore en pyjama en train de donner des toasts et des fraises aux enfants quand j'ai vu leur voiture s'engager dans l'allée. VUS beige, manteau beige, visage beige. Mes parents avaient l'air d'arriver pour un enterrement. Et d'une certaine manière, c'était le cas, mais pas celui auquel ils s'attendaient. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. J'ai pris mon temps, j'ai laissé les enfants finir de manger. L'aîné a jeté un coup d'œil par la fenêtre et a demandé s'il devait monter à l'étage. J'ai juste hoché la tête. Tu connaissais la routine maintenant. Quand je les ai finalement fait entrer, ma mère n'a pas perdu de temps. Tu nous as fait honte. C'est ainsi qu'elle a commencé. Pas de bonjour, pas de bon matin, juste ces mots comme si elle les répétait depuis le lever du soleil. Mon père se tenait derrière elle, silencieux, les mains dans les poches de son manteau, comme s'il ne savait pas s'il faisait partie de tout cela ou s'il était juste le public. Elle a dit que j'avais humilié la famille. Les gens parlaient. Que tante Valérie était consternée.
Que des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années l'appelaient pour lui demander quel genre de personne vole à un mariage. Je l'ai laissé divaguer. Je suis resté là, les bras croisés, sans dire un mot. C'était comme regarder quelqu'un jouer la comédie devant une caméra qui n'était pas là. Puis elle a pivoté, a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi je ferais une chose pareille alors qu'elle avait toujours essayé de m'aider. Que le chèque n'était pas destiné à ce que je m'en aille avec. Que j'avais mal compris. Que je leur avais donné l'air avide et manipulateur. J'ai ri une fois, juste une fois. Et c'était suffisant. Je lui ai dit la vérité, que j'en avais assez de prétendre que nous étions une famille, qu'elle avait passé des années à s'assurer que je sache que j'étais la pièce supplémentaire dans son puzzle parfait. Qu'elle avait clairement montré qu'elle considérait mes enfants comme un chaos, pas comme une joie. Qu'elle s'était mise en quatre pour célébrer Amanda tout en me traitant comme la bonne. Je lui ai rappelé qu'elle m'avait dit un jour qu'elle attendait de vrais petits-enfants et je lui ai ensuite demandé honnêtement ce qu'elle pensait que mes enfants étaient, une erreur, une tache sur ses photos de famille. Elle s'est mise à pleurer alors, de gros sanglots bruyants et désordonnés, que j'étais cruel, qu'elle souffrait, que tout ce qu'elle faisait était par amour, que j'étais ingrate et instable et que je gâchais tout comme toujours. Mon père s'est finalement avancé et a essayé de parler, mais je l'ai interrompu. Je leur ai dit que j'en avais fini, qu'ils n'aideraient plus à payer l'hypothèque, qu'ils pouvaient garder jusqu'au dernier dollar et le dépenser en albums de mariage et en nouveaux rideaux et tout ce qui les faisait se sentir entiers. Je n'en voulais pas. Ma mère s'est effondrée sur une chaise comme si elle venait de se faire tirer dessus, a commencé à marmonner qu'ils devraient réduire la taille de leur maison, qu'ils pourraient perdre la maison, qu'elle ne pouvait pas croire que sa propre fille lui ferait ça. Je n'ai pas bougé. Je leur ai demandé de partir poliment, directement. Et quand ils n'ont pas bougé, j'ai ouvert la porte et j'ai attendu. Elle a pleuré tout le long du porche. Mon père ne s'est pas retourné. Quand j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée pour la première fois depuis des mois. Et pour une fois, j'ai eu l'impression de ne laisser personne dehors. J'enfermais la paix à l'intérieur. Le lundi matin, les appels ont commencé. D'abord Amanda, puis ma mère, puis Amanda à nouveau. Tous des messages vocaux, tous dramatiques. Mon préféré était celui d'Amanda, j'espère que tu sais ce que tu as fait. Brian est furieux. Nous avons dû tout expliquer à ses parents, comme si ça m'importait, comme si je leur devais une représentation. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis allé au bureau et j'ai appelé mon avocat. Nous avons eu une longue conversation. Je lui ai dit que j'étais prête à vendre ma part de l'entreprise familiale, celle que mon grand-père avait créée, et que mon père avait continué à diriger longtemps après avoir perdu tout intérêt. Je n'en ai jamais voulu, mais j'ai conservé ma part par obligation. Plus maintenant. Je voulais sortir. Cela n'a pas pris longtemps. Quelques appels, quelques papiers. Un acheteur a été trouvé en moins d'une semaine. Je n'ai même pas prévenu mes parents avant la veille de la signature finale. Ma mère a appelé dans les 10 minutes suivant la notification par courriel. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé. « C'est ton héritage. » Je n'ai rien dit, j'ai juste raccroché. L'argent est arrivé sur mon compte vendredi. Cela, plus ce que j'avais économisé grâce au fonds d'investissement, signifiait que je n'avais plus besoin de leur aide pour quoi que ce soit. J'ai remboursé le reste de mon hypothèque, j'ai emmené mes enfants dîner, je les ai regardés rire en buvant des milkshakes pendant qu'Amanda était probablement encore assise avec Brian en train d'essayer de présenter la perte de 10 000 $ comme un malentendu. Les semaines suivantes ont été calmes, inhabituellement calmes. Mes parents ont cessé d'appeler. Amanda a disparu. Pour la première fois depuis des années, il n'y a pas eu d'anniversaire, pas d'invitation, pas de voyage de culpabilité déguisé en dîner de famille, et j'ai réalisé quelque chose, ça ne me manquait pas. J'ai enfin recommencé à dormir toute la nuit. Puis il y a eu le coup à la porte. C'était un jeudi après-midi. Mes enfants faisaient leurs devoirs à la table de la cuisine. J'ai ouvert la porte et elle était là, Amanda avec des lunettes de soleil tenant un sac fourre-tout en toile comme si elle passait juste pour rendre quelque chose qu'elle avait emprunté. Elle n'a pas perdu de temps. « J'ai besoin d'une faveur », a-t-elle dit. J'ai ri avant qu'elle ait fini sa phrase. Elle a dit qu'ils étaient à court d'argent, que le mariage avait coûté plus cher que prévu, que le travail de Brian ne fonctionnait pas et que le loyer de leur nouvel appartement était dû. Puis elle a demandé, sans ciller, si elle pouvait emprunter 6 000 $ pour le loyer. Je l'ai juste regardé, et c'est alors qu'elle a dit, nous planifions notre lune de miel, et nous pensions pouvoir faire les deux. Je suis resté là, même pas en colère,
juste stupéfaite par le ridicule de la situation. $6 000 pour s'allonger sur une plage avec un homme qui m'embrassait autrefois derrière la buanderie du dortoir alors qu'elle était encore au lycée. Non, ai-je dit, tu peux contracter un prêt comme tout le monde. Elle a eu l'air de l'avoir giflé, a dit quelque chose sur la famille, sur le fait que j'avais l'argent, sur le fait que j'étais généreuse avant. J'ai fermé la porte. Et cette fois, je n'ai même pas attendu que le verrou s'enclenche. Une semaine après la demande d'argent pour Hawaï, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, tu n'es pas obligé d'être cruel. Amanda a fait une erreur. Pense à tes nièces et neveux un jour. Qui était-ce? Ma mère, se cachant derrière un numéro de téléphone jetable comme une adolescente qui pêche quelqu'un dans un salon de discussion. Je l'ai bloqué immédiatement, mais cela a ouvert une vanne. Mon père s'est présenté à l'entraînement de soccer de mes enfants, et juste apparu derrière la clôture en tenant un sac de collation comme si de rien n'était. L'aîné l'a repéré en premier et est venu en courant me demander si c'était correct de lui dire bonjour. Je ne voulais pas faire une scène devant les autres parents, alors j'ai hoché la tête, une fois, fermement. Mon père a distribué des barres granola, a regardé la moitié d'un match, puis s'est approché de moi et a dit « Tu vas trop loin. Ta mère ne va pas bien. » J'ai demandé si elle était physiquement malade. Il a secoué la tête. Elle n'est pas elle-même. Je lui ai dit qu'elle était exactement elle-même. C'est le problème. Je n'ai pas attendu qu'il réponde. J'ai juste pris les enfants et j'ai quitté le terrain. Le plus jeune a pleuré dans la voiture, confus de savoir pourquoi grand-père ne venait pas plus souvent. Je lui ai dit la vérité de la manière la plus simple possible, parfois, les adultes n'agissent pas comme ils le devraient. Puis les courriels ont commencé, de longs courriels décousus de ma mère, certains d'Amanda, et même un transféré de Brian, où il énumérait chaque contribution financière qu'il avait apportée au mariage et disait qu'ils attendaient une contrepartie de la famille, comme si j'étais une sorte d'agent de prêt bancaire. Amanda a même joint une feuille de calcul intitulée « Plan de redressement budgétaire ». Je n'ai répondu à aucun d'eux, mais ensuite quelque chose que je n'avais pas prévu s'est produit. Mon oncle, le frère cadet de maman, m'a appelé. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années. Il a demandé si j'allais bien, a dit qu'il avait entendu dire que les choses s'étaient envenimées, mais que tout le monde dans la famille n'était pas d'accord avec ce que ma mère et Amanda faisaient. Qu'il me respectait d'être parti. Cette partie m'a stupéfaite. 2 jours plus tard, j'ai reçu une carte par la poste, une vraie carte, manuscrite. C'était de ma cousine Janine, que je n'avais pas vue depuis que nous avions toutes les deux été forcées de chanter au Sweet 16 d'Amanda. Elle a écrit « Nous avons toujours su que tu étais la plus forte. » J'aurais aimé le dire plus tôt. Le soutien a commencé à arriver au compte-gouttes, discrètement, presque comme s'ils avaient peur d'être découverts. Mais il est venu, une cousine ici, une tante là, de vieux amis de la famille me contactant sur Facebook, disant des choses comme « Tu as fait ce que la plupart des gens ne font que rêver. » C'est alors que j'ai réalisé que je n'avais pas seulement quitté le chaos. Je l'avais exposé, et les gens regardaient. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures apparaissent. À la fin du mois, le mot s'était répandu au sujet de ma vente de ma part de l'entreprise familiale. Apparemment, mon père n'a pas connu toute l'étendue de ce que j'avais fait avant que les papiers ne soient déjà signés et que les fonds n'aient été débloqués. Il m'a appelé une fois de plus, a laissé un message vocal qui était moins de la colère, plus de la résignation. Il a dit que l'entreprise était en difficulté, qu'un acheteur s'était retiré d'un gros contrat et qu'il se démêlait pour couvrir les coûts. Je n'ai pas répondu. Ma mère, fidèle à elle-même, est passée en mode crise totale. D'après ce que j'ai entendu, elle a dit aux gens que j'avais des problèmes de santé mentale, que le stress d'être une mère célibataire m'avait changé, que j'étais instable, vindicative, qu'elle priait pour moi, tout en envoyant des courriels à ma famille élargie pour supplier de l'argent pour sauver l'héritage. Cela s'est retourné contre elle. Oncle Ray, qui s'est toujours tenu à l'écart, lui a dit qu'elle aurait dû penser à l'héritage quand elle a traité une fille comme de la merde pendant 20 ans. Tante Darlene lui a dit d'arrêter de jouer la martyre. Même ma grand-mère, qui ne se mêlait généralement de rien, m'a envoyé un texto qui disait simplement « Bien pour toi ». La vraie surprise a été Amanda. Elle est restée silencieuse pendant un certain temps après l'échec de la demande d'argent pour Hawaï. J'ai supposé qu'elle léchait ses blessures. Puis j'ai découvert qu'elle et Brian avaient réaménagé chez mes parents, temporairement, bien sûr, mais c'était quand même hilarant. Les jeunes mariés dans leur vieille chambre se disputant les horaires de douche et l'espace de stationnement. Apparemment, la recherche d'emploi de Brian n'allait pas bien. Il s'est disputé avec mon père au sujet de l'argent,
a demandé s'il pouvait être intégré à l'entreprise pour redresser la situation. Mon père, pour une fois, a réellement dit non. Amanda a craqué. Elle a menacé d'intenter une action en justice au sujet de l'argent du mariage, au sujet d'un chèque que je n'ai jamais encaissé. Puis est venue la chose la plus absurde qui soit. Amanda m'a envoyé un courriel me demandant si je pouvais servir de médiateur entre elle et maman. Elle a dit que les choses étaient devenues tendues à la maison, qu'elle savait que maman n'était pas parfaite, que peut-être j'avais raison sur certaines choses. Et puis, comme si de rien n'était, elle a demandé si j'avais encore ce billet de 1000 $ qu'elle pourrait rendre, pour faire amende honorable. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un autre courriel le lendemain. Cette fois, une seule ligne, s'il te plaît, ne monte pas la famille contre nous. Je n'avais pas à le faire. Ils le faisaient tous seuls. C'était un mercredi quand Amanda a tenté une dernière fois. Elle ne s'est pas donné la peine d'envoyer un courriel ou un message vocal cette fois-ci, juste un simple texto comme si elle demandait une recette. Tu crois que je pourrais emprunter 6 000 $? Juste jusqu'au mois prochain. Nous essayons de sortir d'ici. Aucune explication, aucune excuse, juste la demande habituelle déguisée en quelque chose de raisonnable. Je n'ai pas répondu au début. J'ai laissé la question en suspens. Elle a fait un suivi le lendemain, c'est pour le loyer. Nous avons trouvé un endroit dans la ville. Nous avons juste besoin du premier mois et du dépôt. Mais ensuite, une amie commune s'est laissée aller à l'école. Elle a mentionné à quel point Amanda et Brian étaient excités pour leur lune de miel à Hawaï, la réservant finalement de nouveau. Elle rayonnait d'une joie de seconde main, n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement, alors c'est à cela que cela servait. 6 000 $ pour des cocktails au bord de la plage et un service de chambre pendant que je préparais des déjeuners scolaires et jonglais avec les factures comme toujours. J'aurais pu rire si ce n'était pas si pathétique. J'ai finalement répondu par texto, non, bonne chance. C'est tout. Elle n'a pas répondu, et je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse, mais le plus fou, je n'étais même pas en colère. Plus maintenant. Quelque chose avait changé. L'espace qu'ils occupaient autrefois dans ma tête avait disparu. Amanda pouvait contracter un prêt, maximiser 10 cartes de crédit, s'endetter pour une reprise de mariage de château de sable. Je m'en fichais. J'en avais fini. J'en avais fini de me demander ce qu'ils pensaient de moi. J'en avais fini de me défendre auprès de personnes qui ne se sont jamais donné la peine de me connaître. J'en avais fini de prétendre que j'étais désespéré de leur approbation alors que tout ce que je voulais, c'était un respect élémentaire. J'avais 3 enfants à l'étage qui m'aimaient farouchement, qui se fichaient que grand-maman ne soit pas là, qui pensaient que nos soirées cinéma du samedi et notre maïs soufflé brûlé étaient le point culminant de la semaine. Des hommes avaient recommencé à m'envoyer des messages, de vieux amis, de nouveaux inconnus, des pères célibataires, des divorcés, des connaissances de l'université qui étaient tombées sur mon Facebook. Je les ai tous ignorés. Je ne voulais pas que quelqu'un me complète. Je l'étais déjà, et je ne m'étais jamais senti aussi libre. La mise à jour, cela fait 12 jours depuis la dernière fois qu'Amanda a communiqué avec moi. 12 jours calmes, paisibles et magnifiques. Pas d'appels surprise, pas de messages vocaux chargés de culpabilité, pas de textos passifs-agressifs enveloppés d'une fausse politesse. Je pensais que nous avions enfin atteint la fin, que le chaos s'était consumé, que peut-être pour une fois il n'y avait vraiment plus rien à dire. Puis j'ai ouvert ma boîte aux lettres hier et j'ai trouvé une lettre. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit dans un style que j'ai immédiatement reconnu. C'était l'écriture d'Amanda. À l'intérieur, il y avait une seule page arrachée d'un cahier à lignes, pliée 2 fois. Pas de salutation, pas de ponctuation, pas d'explication, juste 6 mots à l'encre noire, tu avais raison. Je suis désolé. Je suis resté là, figé sur le porche, les enfants criant depuis la cuisine à propos d'un dégât que l'un d'eux avait fait. Cette seule ligne a frappé plus fort que toutes les années de cris et de pleurs en silence combiné. C'était tellement anti-Amanda, tellement direct, tellement calme. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai replié et je l'ai glissé dans le tiroir près de l'évier, celui rempli de coupons, de stylos brisés et de clés mystères. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. Je ne me suis pas sentie victorieuse. Je me sentais juste fatigué, car voici la vérité, les excuses ne viennent pas toujours avec la clôture. Parfois, elles arrivent tard. Parfois, elles arrivent discrètement, sans réparation. Et parfois, elles arrivent quand vous avez déjà décidé de ne plus en avoir besoin. Je n'ai parlé à personne de la lettre, pas même à mes enfants.
Je ne suis pas sûr que je le ferai un jour. Elle ne demandait rien. Elle n'offrait rien. Elle était juste là, assise à côté d'un dépliant d'épicerie et d'une facture d'eau, comme si elle ne faisait pas que rouvrir toutes les blessures que j'ai passé les derniers mois à refermer. Mais voici la chose, je ne me suis pas défaite. Je me suis encore levé le lendemain, j'ai encore préparé des déjeuners et fait des courses, j'ai encore ri quand ma fille a essayé de m'apprendre une danse ridicule qu'elle avait apprise en ligne. La vie ne s'est pas arrêtée. Au contraire, elle a continué comme avant. Et j'ai réalisé que c'est ça, la croissance. La famille est toujours fracturée. Ma mère n'a pas pris contact. Mon père, apparemment, travaille à temps partiel pour un ami après la retombée de l'entreprise. Amanda et Brian, d'après ce que j'ai entendu dire par l'histoire Instagram de la cousine de quelqu'un, ils ne sont pas allés à Hawaï. Ils sont allés dans un centre de villégiature local et sont revenus tôt, quelque chose au sujet d'une dispute au dîner. C'est faux à quelle vitesse les gens qui dirigeaient autrefois votre vie commencent à s'estomper à l'arrière-plan une fois que vous sortez de leur tempête. Ils ne m'ont pas manqué, pas même une seule fois. L'idée de la famille m'a manqué plus que les personnes elles-mêmes. Mais j'ai quelque chose de mieux maintenant. J'ai la paix. J'ai la liberté. Et j'ai 3 enfants qui savent exactement qui se tient dans leur coin. Alors oui, je ne sais pas s'il y aura d'autres mises à jour. Peut-être que cette lettre était la dernière page. Peut-être que quelqu'un viendra frapper à nouveau, traînant un vieux drame avec un nouvel emballage. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je ne retiens pas mon souffle. Mais à tous ceux qui ont été là à travers tout cela, du début désordonné à cette fin étrange et tranquille, merci pour vos mots, votre soutien, vos histoires partagées. Ils m'ont rappelé que se défendre ne vous rend pas sans cœur, cela vous rend entier. Donc, si c'est la dernière fois, sachez simplement que je m'en suis sorti et que je ne regarde pas en arrière.